Ce soir, je vais vous entretenir du corps canadien et la bataille des 100 jours, qui est l'anniversaire de Damien. C'est en appui à une exposition que nous faisons ici au musée, à laquelle Caroline a fait allusion, qui va débuter au début d'octobre. Il va s'agir de des combats richement illustrés. Nous avons des œuvres d'art, nous avons des artefacts, des reconstructions des films et tout ça qui encadre les histoires incroyables des Canadiens, comment ils se sont battus, comment ils ont survécu et combien ils ont enduré, comment ils ont tué et comment ils ont été tués. Je suis vraiment heureux de partager certaines des impressions ce soir, et les photos que nous voyons en haut sont fortes. On pense à la Première Guerre mondiale, à une guerre en noir et blanc, combien elle peut sembler différente lorsqu'elle est colorée. Des historiens qui ont regardé ces images voient des nouvelles choses, là, mais le plus important, ça nous rappelle que, en dépit du fait que cette génération-là est décédée, c'était des gens comme nous, c'était nos aïeux, nos grands-pères. Pour certains, peut-être des pères, pour ceux qui sont certains d'entre nous. Et c'est un plaisir de travailler sur cette exposition. J'ai été au rencard à cause d'une maladie. Je suis revenu pour travailler sur cette équipe, sur cette exposition. Tout le musée a contribué à cette exposition. Je ne vais pas mentionner tout le monde, mais je vais souligner le travail du Dr. Jack Ranestein. C'est un véritable plaisir pour un jeune ou relativement jeune académicien de travailler avec Jack, d'écouter ses anecdotes, de porter l'oreille à sa sagesse. Il a écrit 75 livres. C'est vraiment invraisemblable. C'est un par année, Jack. Je ne sais pas ce que tu faisais entre l'âge de 1 et 3 ans, cependant. C'est un véritable plaisir de parler de cette exposition, et j'espère que vous allez venir pour l'ouverture et aussi par la suite. Cette exposition va durer jusqu'à la fin mars. Je ne vous parlerai pas d'un préambule de la guerre ou des combats qui se sont livrés entre 1914 et 1917. Je vais en venir directement à Passchendaele en juillet 1917 et par le corps canadien en octobre et novembre de la même année. Vous pouvez voir les images ici. Vous vous souvenez des histoires de Passchendaele, la mer de boue et des corps non enterrés. Par la suite, lorsque le corps canadien a capturé cette côte et 16 000 décès, les Canadiens sont retournés à Vimy pour défendre leur section de la ligne de front. En résultat, il y a eu un manque de main-d'œuvre à travers la BRF. Des décisions difficiles ont dû être prises et le Bureau de la guerre a décidé de réduire le nombre de bataillons dans l'infanterie, 17 et 18 000 à pleine force, 12 à 9 pour créer un certain nombre de formations plus faibles. C'était un changement désespéré pour les Britanniques. Ça enlevait des bataillons de leur division, ça a affecté le moral et ça a créé un certain nombre de formations plus faibles. Les Britanniques voulaient faire la même chose avec les Canadiens. Ils ont approché le commandant Arthur Currie, qu'on voit ici. Si lui voudrait réduire les 4 divisions d'infanterie de 12 à 9 bataillons pour créer deux nouvelles divisions. Ils ont essayé de lui faire miroiter le fait qu'on lui donnerait la commande des 2 divisions et qu'il serait peut-être le seul commandant du Dominion. Currie avait une réputation
auprès des Britanniques d'être difficile parce qu'il se battait pour les Canadiens, il se battait pour ses soldats. Il a surpris tout le monde en refusant de réduire ses bataillons d'infanterie. L'histoire, la toile de fond, il était un officier de la milice avant la guerre, il était à Victoria, il était un promoteur, c'est un spéculateur. Il avait une bonne tête sur les épaules, il avait un corps massif, on peut voir l'uniforme. C'était un homme d'environ 250 livres. Il n'avait pas vraiment l'air d'un général, mais il avait une bonne tête sur les épaules, il comprenait la guerre et il savait qu'il n'était pas brillant. Il écoutait ses agents de personnel. Il a continué à apprendre tout au long de la guerre. Il était quelqu'un qui favorisait l'apprentissage. Il est passé de brigadier au commandant divisionnaire pour prendre la commande du corps en juin de 1917. À la fin, Currie, sa formation, ses 4 divisions d'infanterie, de garder leurs 12 bataillons et d'y aller avec des pleines forces. Et avec l'addition des conscrits, auquel Jack a fait allusion de l'été de 2017, a donné la main-d'œuvre nécessaire et Currie a été capable de soutirer aux Britanniques des équipes de mortiers, des camions qui ont augmenté le pouvoir des corps canadiens. Pour passer des Canadiens en se déplaçant vers le portrait stratégique, les forces alliées avaient résisté aux offensives allemandes. En juillet 1918, c'était le dernier pari des Allemands pour donner le coup final aux Alliés avant que les Américains arrivent en force. Et finalement, alors que les Français et les Britanniques avaient souffert des revers terribles, la deuxième bataille de juillet, Weimar a livré un coup considérable. On révélé aux Allemands qu'ils avaient perdu 800 000 soldats qui étaient morts ou blessés, et ils étaient à ce moment-là capables d'encaisser encore plus. La campagne de 100 jours, c'est la campagne de 117 jours pour inclure de Second Mar, alors que je vois un lien entre les deux, mais je les considère comme 2 campagnes. Pour ajouter à la confusion, la campagne de 100 jours est plutôt une campagne de 96 jours. Le commandeur des Alliés suprêmes, Ferdinand Foch, un général français, a ordonné un nouvel assaut après un deuxième mort et Sir Douglas Haig a décidé de frapper à l'est de Amiens. C'était un endroit logistique et lorsqu'on examine les batailles à Amiens et à Cambrai, on voit l'importance de la logistique sur le front de l'Ouest, quelque chose sur quoi les historiens ne font pas allusion suffisamment souvent. Et c'était les Australiens et les Canadiens qui étaient à la fine pointe de ces assauts de l'Ouest. Et il n'y a pas de laser. Vous pouvez voir les avancées des Allemands et les 5 offensives et Amiens est à peu près au centre de la France. C'est là que les Canadiens vont attaquer de l'Est et dans une merveille logistique, les 100 000 quelques Canadiens, le corps, est arrivé au champ de bataille d'Amiens et ils avaient très peu de temps pour se préparer à ce combat, mais ils ont déplacé le corps, ils ont révélé un niveau de professionnalisme qui avait été atteint après 4 longues années de guerre. L'équivalent de déplacer 100 000 soldats était comme transporter une ville canadienne de grande taille dans un champ d'un fermier français. Aussi un plan, alors que les Allemands considéraient les Canadiens comme une formation d'attaque et les signes au front étaient une indication des bataille qui allait venir. Les Canadiens ont pu obscurcir leur arrivée et dans une de ces tournures intéressantes que les historiens adorent, chaque soldat canadien avait mettré dans son livre « Garde, ferme ta gueule ». Nous avons trouvé un de ces livres dans notre collection et on va vous le montrer dans l'exposition. À l'est de l'Amiens, le front n'était pas suffisamment préparé. Les forces allemandes étaient plutôt faibles. Il y en avait des
plus fortes dans le contre-attaque. Mais ce qu'ils avaient, c'était des centaines de mitrailleuses tout le long du front. Celles-ci n'étaient pas faciles à déplacer. Ça demandait beaucoup de courage et de sacrifice. Mais la façon couronnée de succès des Canadiens après de longues années, c'était la combinaison d'artillerie et d'infanterie avec des blindés et aussi des équipes de mortiers, de la cavalerie et des avions. Et c'est une belle photographie de notre collection. C'est une photographie de formation. Ils ne portent pas leur casque. On peut voir que c'est tout simplement une pratique. Ils se sont entraînés tout l'été de 1918 pour engager dans une guerre ouverte. C'était très différent de la guerre des tranchées de 1915 à 1917, caractérisée par les tranchées profondes et les rats et les puces. Il y en avait toujours, cependant, en grande quantité. Les Canadiens ont attaqué à Amiens avec 168 cuirassés qui est attaché au corps. C'est incroyable de penser, je crois, que les Canadiens se sont battus avec 6 blindés dans la bataille de la Somme. Ils se sont battus avec 9 blindés. Ils ne se sont pas battus avec des blindés et c'était assez révolutionnaire. Ils avaient des blindés en grand nombre. Ils se sont préparés pour l'assaut. Et voici une carte de Nicholson, 60 ans. C'était un ouvrage essentiel. On peut voir les Canadiens au coin gauche qui attaquent vers le bas. Et on voit le nombre de bataillons qui vont s'engager dans cet assaut. Le silence a été brisé le matin du 8 à 4h20, alors que l'artillerie des Alliés a ouvert le feu. Le ciel s'est allumé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Un barrage du 8 août, on ne pouvait pas s'entendre penser, a dit un des Canadiens. Le long du front canadien, 3 divisions d'assaut se sont déplacées rapidement en rencontrant très peu de résistance. Alors l'infanterie, le barrage d'obus qui ont dévasté les lignes ennemies et les barbelés. Aussi, la charge des blindés a détruit Mais les Allemands avaient ils ont utilisé des mortiers dans la ligne de feu, alors que les blindés ont eu du succès de conquérir certaines positions, et c'est très important dans les rapports. Ils étaient extrêmement vulnérables sur le champ de bataille. Les Allemands, les défendeurs, ils étaient armés avec la première carabine anti-blindée. On a cette arme dans notre collection, le projectile où le contre-coup arrachait quasiment l'épaule, tellement que l'arme était puissante. Mais ils ont fait beaucoup de dommages aux blindés des Alliés. Le fait que le tuyau d'échappement laissait les gaz à l'intérieur de l'habitacle et la température à l'intérieur de l'habitacle était de 40 à 50 degrés et au bout de quelques minutes, au bout d'un quart d'heure, les Alliés avaient la nausée, étaient incapables de continuer. Mais ça n'a pas été une déroute. Tout au long de la journée, la bataille devenait de plus en plus intense et les pertes augmentaient. Et j'ai toujours aimé cette photographie qui me semble montrer comment les soldats canadiens ont 18 ans, les Allemands ont 16 ans. Ça donne un sens, je pense, à comment toutes les forces armées étaient à leur limite et comment le Canada, mais tous les pays en guerre, étaient sur le point de se briser. La situation qui s'est passée le 8 était extraordinaire pour le front de l'Ouest. Il y avait des centaines de mètres qui étaient là, mais le défi pour les Alliés s'accumulait. Il y avait une autre pièce pour la bataille, pour le jour suivant, de transformer cela en victoire. Dans les premières heures de la journée du 9, comme Jack a dit,
Un grand nombre de Canadiens avaient été blessés ou tués. Ceux qui pouvaient marcher continuaient à être là. Ceux qui devaient être portés avaient besoin d'être transportés également. J'ai lu des rapports de soldats qui n'avaient pas de bras, de jambes, qui comprenaient qu'ils devaient marcher pour survivre pour les heures suivantes s'ils trouvaient un médecin quelque part. Partout, il y avait de la confusion. L'artillerie maintenant était vraiment en arrière. La surprise était complètement perdue et les Allemands avaient des renforcements de troupes. Il y avait encore des luttes actives, il y avait des machines, des armes automatiques qui continuaient. Il y a eu 2 tanks qui sont passés. Les soldats ne pouvaient rien faire contre cela. Ce soldat avait écrit dans son mémoire combien il voulait être dans un tank parce qu'il pensait que ce serait formidable de travailler contre les Allemands. Après cela, il ne voulait plus être dans un blindé. Sur le front, il y avait des centaines de personnes qui étaient entre la vie et la mort sur ce terrain de bataille. Le 29e bataillon, pour donner un exemple, a parlé de la destruction et de la capture d'environ 40 machines lourdes d'artillerie allemande et d'avoir avancé environ 2000 mètres. Chacune de ces machines de guerre pouvait avoir une détonation de 40 balles par minute. Elles devaient toutes être détruites. Le bataillon 116 du soldat A.E. Smith a offert à ses soldats une vue de la bataille. Il a dit que c'était vraiment comme un enfer. Les soldats de Curry ont également continué 6 kilomètres avec les ennemis, mais ils ont également eu 2500 morts, décès, en plus des 3800 du premier jour. Les combats ont continué plusieurs jours et il y a eu de moins en moins de prisonniers capturés. En août, le 13 août, Curry et le commandant australien John Monash ont demandé à Sir Henry Rawlinson d'appeler la fin des combats. Une opération secrète a commencé en utilisant toutes les tactiques sophistiquées pour rompre les lignes ennemies. Mais le défi de cette guerre ouverte n'était pas facile et l'organisation d'une deuxième phase a échappé aux Alliés. Les défis étaient très forts. La logistique, les communications qui se coupaient constamment, les décès énormes, la perte de la surprise et également les ennemis qui avaient des renforcements et qui avaient davantage de troupes qui arrivaient pour les aider. Mais la victoire était énorme. Sur le front canadien, les 4 divisions ont fait face à 14 divisions allemandes, ont capturé 9300 prisonniers, 201 une des armes allemandes, des mortiers, 152 mortiers, 755 machines automatiques. Mais il y a eu environ 11 822 décès, avec la plupart des morts dans l'infanterie. C'était véritablement un massacre. 1 personne sur 10 est décédée. Les Allemands étaient démoralisés et le Kaiser a remarqué tristement après que la guerre ne pouvait plus être gagnée. Mais cela ne voulait pas dire que l'armée sur le front allait renoncer. Ils voulaient continuer jusqu'en 1919. Ils espéraient continuer sur les lignes de défense, sur les lignes de Hindenburg, où l'armée canadienne allait aller. Les soldats canadiens, on a cette image ici, on a les conscripts qui avaient cette importance essentielle pour donner plus de force. Et ils sont allés au front d'Arras, près du pont de Vimy.
menée par le colonel Sir Henry Horne de la Première Armée. C'était environ 30 kilomètres de tranchées dans des endroits particulièrement importants avec des centaines de mitraillettes. C'est là probablement la tranchée la plus extraordinaire. Et sur l'est, il y avait également le canal du Nord, qui avait également d'autres systèmes de tranchées comme défense. Au-delà de cela, il y avait une autre série de tranchées. Et bien sûr, la ville de Cambrai était essentielle, par laquelle tous les approvisionnements allemands arrivaient. Et s'ils perdaient Cambrai, ils auraient dû partir de cette partie du front. Les Alliés attaquaient donc sur le front de l'Ouest. Amiens a surpris à tout le monde. Ça a pris les Allemands, les Français et les Britanniques. À la fin du mois, tous les Alliés ont commencé une série d'attaques. Et c'est les Canadiens qui ont commencé dans cette position essentielle. Currie avait 2 semaines environ pour se préparer pour cette bataille. En fait, il avait moins. Il avait environ 1 semaine pour se préparer à cette bataille. Il a travaillé avec Sir Henry Horne, qui, vous voyez sur la gauche avec la canne, et Currie est de profil. Horne comprenait que les Canadiens étaient différents. Comme l'un de ses soldats avait dit, c'était la moelle épinière de son armée. Et il comptait sur les Canadiens. Currie disait, il a fait tout ce que je lui ai demandé de faire. Je dis seulement cela pour montrer que ce sont les Canadiens qui ont lutté pour faire partie de l'expédition britannique. Et nous avons été soutenus par les Britanniques. Il est important de dire cela parce que j'ai entendu dire souvent que les Britanniques étaient aussi forts que les Allemands pour tuer les Canadiens. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas non plus que les Canadiens étaient juste d'autres soldats dans l'armée britannique. Ils avaient vraiment fait confiance aux Canadiens pour la victoire. Maurice Pope, qui travaillait donc dans la Deuxième Guerre mondiale, parlait de cette bataille. Il disait, Vimy a demandé des mois de préparation il y a 4 jours. Je ne savais rien de cela et ce travail est aussi important. Voilà une observation essentielle. Et parle de la planification de ces opérations, la rapidité de planification. Si on parle de 1900 jusqu'à 1918, il y a toutes sortes de changements avec les tactiques, avec différentes armes, avec plus de soutien dans l'artillerie, avec une meilleure interaction avec le terrain et l'air, par exemple. Mais le niveau de préparation, les batailles sont rapides, les préparations sont rapides. Les Canadiens peuvent faire cela parce qu'ils ont travaillé depuis 4 ans avec les Britanniques. Et c'est l'un des secrets pour lequel les Canadiens étaient si efficaces. Donc les Canadiens se préparaient pour la grande attaque d'Arras en août. Il y avait, en envoyant 2 divisions dans les lignes, en ayant une brigade de plus de 4000 soldats. Et l'espoir, c'était que les Canadiens puissent passer à travers les tranchées, arriver et continuer, donc juste d'avancer, faire des progrès. Mais les Allemands devaient défendre cette zone et ils ont donc mis toutes les troupes qu'ils avaient à leur disposition et toutes les armes. Le 26 août, les Allemands s'attendaient tout à fait à cette attaque. Les Allemands le savaient. La seule chose à laquelle les Allemands ne s'attendaient pas, c'était que l'attaque soit avancée de 2 heures environ à 3 heures du matin environ. Les Allemands ont été massacrés par du shrapnel, par du gaz et par toutes sortes d'armes. Les Canadiens ont dépassé les lignes ennemies et ils sont passés à plus d'actions d'unités plus petites. Cette photo est ma préférée. Les Canadiens étaient sous l'attaque. Vous voyez comment ils passent sous un barrage. Vous voyez comme un soldat
est accroupi, il a probablement été blessé, mais il continue à avancer, il n'y a pas les lignes organisées. Voilà ces hommes qui essayent de vraiment progresser et de s'approcher le plus possible des ennemis, de l'ennemi. Les Allemands ont lutté le plus fort, aussi fort que les Canadiens. Souvent, même lorsque leur position était gagnée, les tirailleurs continuaient à faire marcher leurs mitrailleuses parce que c'est on comprend vraiment comment les Allemands sont restés là. Les opérateurs des mitrailleuses, ils lançaient jusqu'à leur dernière balle avant de céder. La lutte a continué 3 jours environ et les unités canadiennes ont, de façon progressive, éliminé les Allemands. Je regarde cette image toujours. Quand on met de la couleur, c'est fascinant de voir ce Canadien qui veut se rendre tout petit derrière cet arbre et ensuite l'Allemand derrière qui n'a jamais vu la photo en couleur, qui n'aura pu voir que les photos en noir et blanc. Voilà un peu une image sur 3 kilomètres de la ligne du front et de tous les décès. Currie avait poussé ses soldats, il y a eu 6000 morts. Il a poussé ses soldats très fort et peut-être qu'il s'est arrêté le 29 pour lancer d'autres opérations dans la ligne Drocourt-Quéant. Au cours des 4 journées suivantes, les Canadiens ont continué, ils ont gagné. Le 2 septembre, les Canadiens ont continué cette attaque. J'aime cette photo parce qu'elle montre la guerre dans la ville, dans les rues. C'était dans des villages français, dans des villes françaises. Et les rares, je pense, on pense souvent aux guerres qui se passent sur les terrains ou sur les champs. Mais c'était aussi dans les villes et dans les villages. Les Canadiens ont avancé. Les Allemands ont lutté le mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu mettre fin à ces offensives canadiennes. Vous avez la plus grande des équipes contre nous. Nos pertes étaient très lourdes et certains des meilleurs étaient morts, mais on a lutté contre les Allemands jusqu'à la fin. Le jour a fini avec le retrait des Allemands. Les Allemands ont lutté contre 7 divisions allemandes. Ils ont capturé plus de 10 000 prisonniers. Ils ont capturé plus de 927 mitrailleuses. Pensez à ça, 500 balles par minute. Toutes les mitrailleuses ont été éliminées. Bien sûr, il y a eu 12 000 Canadiens qui ont été tués encore. Et il y a eu 25 000 blessés pour Amiens et Arrasa. C'est 12 000 morts en moins d'un mois. 1 sur 4 Canadiens a été tué ou blessé et toutes ces conséquences ont été liées à ces blindés et à ces mitrailleuses. Regardez ce livre. C'est mon nouveau livre qui va sortir le mois prochain, qui parle de la guerre. C'était discret comme publicité, pas vrai? Les Canadiens se sont préparés pour une autre attaque, pour continuer à la ligne Hindenburg. Ils ont été bloqués par le canal du Nord, que vous pouvez voir dans la partie inférieure, mais leur objectif, c'était Cambrai, qui était leur objectif. Si cela tombait, les Allemands seraient en retraite complète. Donc, on a dit aux Britanniques de se battre à mort. Ce sont des ordres qu'on entendait fréquemment, mais ils ne devaient pas se retirer. Et les Allemands ont massé leur ligne d'attaque. Currie avait 3 semaines pour se préparer pour ce combat et ce combat lui déplaisait. Les Allemands avaient inondé toute la région, ou la plus grande partie de la région, des aéronefs, qu'il y avait une lacune
avait 260 verges. C'est pas beaucoup pour mettre 100 000 soldats. Et si les Canadiens étaient arrêtés là à travers le canal, ils seraient fauchés. C'est incroyable pour moi parce que ça me fascine. C'est une photographie de Currie comme commandant. Nous avons des partenaires à l'ONF. C'est incroyable de travailler avec ces professionnels. Ils ont déterré ceci de leurs archives. Je ne sais pas s'ils ont vu. Nous allons montrer Currie et les défis auxquels il a dû faire face. Son commandant Horn est venu le voir. Il lui a dit que c'est une opération trop dangereuse. Envoie pas tes troupes ici. Si vous êtes arrêtés, vos Canadiens vont être anéantis. On va vous retourner chez vous dans un état de disgrâce totale. Et Currie y a pensé, a décidé d'attaquer. Il avait foi en ses ingénieurs lorsque l'infanterie, lorsqu'ils auraient dépassé le canal, les légionnaires passeraient par en arrière pour bâtir des ponts. Mais c'était une opération très ardue, très difficile. Après 3 semaines de planification et de préparation, les bombardements, les 2e et la 4e division ont attaqué le 27 septembre. 785 pièces d'artillerie. Ils ont anéanti les Allemands de l'autre côté du canal. Et j'aimerais savoir un laser, je pourrais vous montrer Bourlon. Et aussi, vous pouvez voir la vague d'infanterie qui monte vers le nord. La chose clé, c'était les ingénieurs qui devaient bâtir des ponts pour les blindés, pour les camions, pour l'artillerie et aussi pour l'infanterie. Et tout ça sous le feu de l'ennemi. Et les points forts, ils étaient saturés d'éclats d'obus et la fumée devient très importante pour masquer les Canadiens alors qu'ils faisaient leurs avancées. Ils ont continué à se battre. Les Allemands ont répondu de façon vicieuse en envoyant des forces à travers les lignes. 6 divisions qu'ils ont envoyées contre les Canadiens. 13 compagnies ont ralenti les Canadiens. Le 28 et le 29 ont fait rage presque 24 heures sans arrêt durant ces 2 jours. Et il y a eu des combats des plus ravageurs. Le 29, Currie a envoyé 2 divisions fraîches, canadiennes et britanniques, et ils ont continué à se battre. Et tout au long du front, chaque jour, il y avait des échauffourées quotidiennes qui étaient gagnées au niveau du plateau et où il y avait démontré du courage. Sir Arthur Currie a écrit il a dit que ce combat a été le plus amer, le plus difficile, c'était attaque et contre-attaque. Chaque jour de ces 5 jours, les Canadiens ont avancé et ils se sont battus du 2 jusqu'au 8, où ils ont évincé les Allemands. Les Allemands ont tenté d'incendier la ville au complet, mais ils ont échoué. La ligne de Hindenburg avait été fracassée. L'épine dorsale de l'armée allemande avait été brisée. Il y a eu des batailles, des échauffourées, des batailles de bataillons. Mais je voudrais me pencher sur un aspect peu discuté de la campagne des 100 jours. Une des choses clés que nous avons trouvées dans notre recherche pour cette exposition était l'importance des soldats canadiens dans la libération des Français et des civils belges par la suite. Ceux-ci avaient souffert plus de 4 ans d'occupation cruelle. Jack et I, nous allons en faire allusion. Les lettres que nous avons lues de part des soldats, combien reconnaissants les Français et les Belges l'étaient. Les armées du Kaiser n'étaient pas les nazis, mais ce n'était pas une force qui était douce. Un grand nombre de Français et de Belges ont été exécutés durant la guerre, c'est documenté. Les autres ont été pillés, battus, traumatisme psychologique sous l'occupation pendant 4 longues années. Souvent, on pense à la fin de la Deuxième Guerre avec la libération des Hollandais, comme une histoire de rédemption, du carnage et du terrible combat. Mais ceci aussi a eu lieu pour les soldats canadiens durant les Grandes Guerres. William Davidson a écrit
On se sentait que tous ces combats en valaient la peine de voir ces gens-là délivrés de leur maître. La bataille en valait la peine. Partout où les Canadiens allaient, ils étaient accueillis comme des libérateurs. On les embrassait, on les remerciait et étaient reconnaissants de leur liberté à cause du terrible sacrifice des soldats canadiens. Si on pense à la Première Guerre mondiale comme étant une guerre de libération, comme la plupart des Canadiens, je me demande si ça change la façon qu'on conçoit la guerre, on décrit souvent comme un combat insensé sans but d'atteindre. Et un grand pourcentage de la France et de la Belgique qui étaient occupés, il y avait une motivation profonde. C'est une façon plus nuancée de penser pourquoi les Canadiens se sont battus et pourquoi ils ont continué à se battre. La guerre sur le front de l'Ouest, 11 novembre 1918, avec l'armistice, les Canadiens ont capturé Mons, une ville symbolique où l'armée britannique avait battu retraite en août. 9 millions de morts et beaucoup de civils. Des empires ont été détruits, décimés. Le monde a été refaçonné. Et il y a eu un héritage très sombre de cette guerre auquel Jack a fait allusion et à laquelle je ferai allusion le 8 novembre, et pourquoi la guerre est encore importante 100 ans plus tard. Mais pour en revenir, il y a 100 ans, et la campagne de 100 jours, je veux qu'il soit évident que le Canada n'a pas gagné la guerre tout seul. J'ai parlé, nous sommes dans le musée de la guerre canadien, mais ne pensons tout simplement pas qu'on a gagné la bataille à nous seuls. Mais le corps canadien valait son pesant d'or sur le champ de bataille. Les 4 divisions canadiennes ont rencontré et combattu et vaincu 50 divisions allemandes. 50 divisions allemandes. Currie avait raison de claironner. Aucune force de cette taille a déjà accompli tant dans un espace. Et il avait raison. Mais ils ont payé cher pour leur succès et leur victoire. Plus de 45 000 décès et Currie a pleuré pour ses soldats qui étaient tombés au combat. Il a écrit là-dessus. Il a versé des larmes aux soldats et pour les proches de ceux qui recevaient des télégrammes. Et souvent, ces larmes n'ont pas été vues par nombreux. Beaucoup sentaient qu'ils avaient été poussés trop longtemps et trop fort et que le coût était trop élevé. Je vais vous suggérer que c'est difficile de mesurer la victoire sur le front de l'Ouest. Certains d'entre vous pourraient réfléchir là-dessus, comment définir la victoire sur le front de l'Ouest et combien était trop. Nous, moi et Jack, nous croyons que les 100 jours, c'est la contribution la plus considérable basée sur la série de plans par Currie, qui est le général le plus réputé du Canada. Et moi et Jack, nous avons écrit dans nos livres, et comme que ces combats ont demandé un courage incroyable et d'endurance de la part des Canadiens, en dépit des pertes et de la fatigue. Et ils ont continué. Et à la fin, ce sont eux qui ont livré la victoire. Merci.